C'est une courte séquence sur novimondi.tv. Bernard Lequébin, qui est un agriculteur que j'aime beaucoup, qui est en Picardie, il a fait simplement une expérience de conscience sur des graines de haricots avant de les mettre en terre. Il a fait un lot témoin et un lot, donc, on va dire, conscientisé. Différence de récolte, 60%. Alors que les haricots étaient à côté, donc il y avait 2 sillons non traités par la conscience, hein, et 2 sillons traités par la conscience. En plus, Bernard n'a pas du tout arrosé pour ne pas modifier les conditions, parce qu'on pourrait penser qu'en arrosant, ça peut avoir un effet effectivement sur tel sillon et pas sur tel autre. Donc il n'a pas arrosé, il n'a rien fait évidemment. Et c'est sa femme, quand elle va au jardin ramasser des haricots, elle lui dit, mais on voit à l'œil nu une telle différence d'abondance, de végétation, presque de luxuriance. Bon, c'est pas la forêt vierge, ce sont des haricots, pas des haricots non plus montants. Il lui a dit donc qu'il ait fait une expérience de conscience. Et donc, à partir de là, ils ont décidé de peser tout ce qui sortait de ces haricots. Et sur les 2 sillons traités par la conscience, ils ont ramassé 60% de récolte en plus. Et les 2 sillons qui n'avaient pas été traités ont en plus attrapé une maladie, l'anthracnose, qui les pigmente et qui les rend invendables. Salut, bienvenue sur Nexus. Merci d'être encore avec nous. On va faire une nouvelle émission avec Patrick Pazin. Salut Patrick, comment tu vas? Bonjour Robin, merci. Éditeur chez Talma Édition, un éditeur courageux, comme il n'y en a pas beaucoup, qui ose mettre les pieds dans le plat là où d'autres éditeurs... J'ai déjà parlé avec des auteurs qui me disent ah non mais on a tout de suite quelqu'un qui vient nous dire non, on peut pas écrire ça, on peut pas dire ça aujourd'hui. Donc c'est les gens comme toi où vous êtes quelques-uns. Oui, je suis pas seul, et heureusement. Vous êtes pas nombreux quand même, mais... Heureusement d'ailleurs. Et puis c'est dur pour vous, là, il y a une vraie censure sur... Oui. Des fois on vous refuse de vous mettre à la FNAC ou ce genre de choses. Oui. Pour certains ouvrages subversifs, ou on ne sait même pas ce que ça veut dire, quoi. En tout cas pour eux, oui, c'est subversif. C'est ça, mais en fait moi ce qui m'intéresse, c'est fou comment en France aujourd'hui, en France et dans d'autres pays, on n'a plus le droit de s'intéresser. Alors aujourd'hui on va parler, vous l'avez vu dans le titre, de l'eau primaire, hein. Donc par exemple c'est des sujets dont on ne parle pas dans les médias traditionnels, mais du moment que c'est documenté de manière rigoureuse, pourquoi on ne peut pas en parler? C'est pareil, moi les sujets dans les Nexus, je suis pas d'accord avec tout des fois. Enfin, je m'intéresse pas à tout plutôt. Mais par contre, quand tu lis, tu te dis ok, y a un vrai travail qui est fait derrière. Mais bien sûr. Sauf que les gens s'arrêtent au titre. Alors, la réponse, elle est... On enchaîne direct. Allez, c'est parti. La raison, elle est très simple, c'est que donc. Je recommande la lecture de... Donc c'était si tu peux le montrer à l'antenne. Pour l'eau primaire, là? Oui, pour l'eau primaire. C'est un sujet, on en a parlé dans le 142, voilà. Vous pouvez toujours le trouver, vous pouvez l'acheter sur nexus.fr. Tous les Nexus sont... les derniers sont en kiosque, mais même les anciens, celui-là 142, je sais plus, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Oui. Vous pouvez l'avoir sur nexus.fr. Et donc Marie-Elsa, une de nos journalistes, parlait de... C'est ça. Donc Marie-Elsa a fait un excellent dossier. Marie Salsili a fait un excellent dossier sur l'eau primaire. Et ça, c'est indispensable de parler de l'eau primaire, parce que de quoi s'agit-il? L'eau primaire, c'est de l'eau que le cœur de la Terre, d'ailleurs je préfère l'expression le cœur de la Terre que le centre de la Terre. Alors, résume-nous juste pour moi, par exemple, là, je ne connais pas du tout ça. Oui, mais justement, c'est une énergie... Non, pas du tout. En résumé, c'est de l'eau qui vient du cœur de la Terre, ou des molécules qui se transforment en eau, qui sont conservées dans le manteau terrestre. Et pourquoi eau primaire? Parce qu'elles n'ont pas encore connu le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est nappe phréatique, ça monte à la surface, rivière, mer, pluie, enfin évaporation, pluie, rivière, enfin, etc. Ça, c'est le cycle de l'eau, en résumé. L'eau primaire ne connaît pas encore ce cycle, c'est-à-dire qu'elle est dans les entrailles de la Terre, mais pas si loin que ça. Et c'est une eau qui n'est pas salée, donc c'est de l'eau douce, qui est pure, puisqu'elle n'a encore jamais été contaminée. Et il y a manifestement des milliards de mètres cubes d'eau. Des milliards de... Disponibles? Oui, disponibles. D'accord. Et
Par exemple, cet été, j'ai participé à une... donc, ça a été mis au point depuis, on va dire, une dizaine d'années. L'eau primaire a été découverte déjà dans les années 70 par... il y a notamment un scientifique qui est décédé depuis, qui s'appelle le Dr Salzman, dont nous allons publier le livre, justement. Chez Talma ? Oui, chez Talma Studio, qui explique que techniquement, il y a des milliards de mètres cubes d'eau dans la Terre qui nous attendent. Alors pourquoi ça nous intéresse là ? Parce qu'il n'y a pas de pénurie d'eau aujourd'hui. C'est exactement, voilà, et c'est là la réponse à ta question. Dans les médias, aujourd'hui, on ne nous parle pas de pénurie d'eau, il n'y a pas de... Si, bien sûr que si. On nous parle de ça. Les mondialistes, donc Davos, nous expliquent que... Le Forum économique mondial de Davos. Bientôt, nous allons nous entretuer pour les dernières gouttes d'eau qui ne seront plus disponibles pour les gens d'en bas, bien sûr. Ils ont communiqué là-dessus ? Ah oui, mais bien sûr. Donc le Forum économique mondial, pour tous ceux qui bien connaissent sûr. pas, c'est la réunion des grands dirigeants et entités privées qui se retrouvent en Suisse pour débattre des enjeux et projets politiques futurs. Enfin, leur projet politique futur. On s'entend bien. Voilà, nous sommes bien d'accord. Donc oui, quand on suit leur débat, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, là, il y avait récemment de leurs intervenants a dit que finalement, oui, vu l'état de la planète, le climat, le réchauffement, blablabla, il n'y a que les riches bientôt qui pourront se déplacer, mais les autres, c'est pas grave, auront des casques de réalité virtuelle et ils pourront finalement se déplacer en restant chez eux. C'est-à-dire la liberté sera à la maison. C'est ça. Tu ne vivras plus dehors. Tu auras la liberté de mettre ton casque, de t'abrutir et d'aller visiter la Grande Muraille de Chine ou le Grand Canyon, etc. Alors, Davos, c'est vraiment très documenté. Pour les gens qui sont novices dans ces sujets-là, vous pouvez aller taper et regarder ce qu'est le Forum économique mondial. Il y a énormément d'articles dessus. Mais ça, où est-ce que tu as vu ça sur les casques de réalité virtuelle ? On trouve, et en plus c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que j'ai vu un extrait sur Twitter alors j'ai oublié son nom, je n'ai même pas cherché à savoir son nom. Le programme, c'est ça. Je rappelle Klaus Schwab qui disait vous n'aurez rien, vous serez heureux. Vous n'aurez rien, ça c'est sûr. Selon leur plan à eux, vous serez heureux, ça je suis moins convaincu. Ok. Bon, alors revenons à l'eau primaire. Voilà. Donc en fait, pour répondre à ta question, c'est de savoir pourquoi les médias n'en parlent pas. Les politiciens, alors là, ils ignorent complètement le sujet. Mais pourquoi les médias, même quand on leur prouve la réalité de cette eau, préfèrent ignorer le sujet parce que ça remet finalement tout le scénario mondialiste en cause. Ça veut dire que, je rappelle que notre président de la République, M. Macron, a annoncé en septembre dernier qu'il a annoncé la fin de l'abondance. Bon, la plupart d'entre nous ne savions même pas qu'elle avait commencé, mais il a annoncé la fin de l'abondance. Donc, si c'est la fin de l'abondance, ça veut dire qu'il va falloir raréfier donc les ressources se raréfient. Donc, on alimente la peur générale, on alimente le fait que nous sommes trop nombreux sur Terre, etc., etc. Or, si nous arrivons, et franchement, l'article de Marie-Elsa est remarquable, en montrant que, mais non, il y a des milliards de mètres cubes d'eau douce qui nous attendent. Et donc cet été, Alors qu'ils nous attendent où ? Est-ce que tu peux nous... Alors justement, c'est ce que j'allais expliquer. On peut le voir d'ailleurs sur la chaîne que nous avons créée sur abonnement qui s'appelle novimondi.tv. Voilà. Donc c'est relié Novimondi, c'est là où tu mets toutes tes éditions, parce que tu as d'autres, tu n'as pas que Talma. Ouais. Et novimondi.tv, c'est pour nos abonnés. Alors l'abonnement, c'est 19,90 par an, mais on montre des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Moins cher que Netflix. Ah oui, on n'est pas, on a encore un peu de retard par rapport à eux, mais on a déjà mis des dizaines d'heures de programmes qui montrent que l'abondance est déjà là. Une des dernières choses d'ailleurs que nous venons de... Alors l'abondance, tu veux dire de ressources, quand on parle d'abondance, c'est de ressources énergétiques à tous les niveaux. tous les niveaux. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Une des dernières choses que nous venons de mettre, ce que nous en ajoutons toutes les semaines, c'est un concert
qui a été organisé dans une église, musique des plantes et instruments. Donc, nous avons des appareils qui permettent de transcoder les vibrations des plantes en musique. Et donc, le groupe Querida sont un homme et une femme. Donc, lui joue de la contrebasse, elle joue de la harpe celtique. Et on montre que les plantes et eux co-créent un morceau de musique. Ils se répondent. C'est assez incroyable. Donc, et en quoi ça fait une énergie abondante ? Alors, ça c'est autre chose. C'est autre chose, d'accord. Okay. C'est-à-dire que nous nous intéressons à tous les thèmes. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une collection de musique des plantes qui montre qu'il y a tout un champ d'expérimentation qui s'ouvre à nous. Finalement, le monde végétal, on le connaît mal. Et que l'objectif, à terme, c'est que on pourra se soigner de certains troubles en écoutant telle musique de lys ou de jasmin, ou de figuier, ou tel concert de musique ou de plantes. Mais ça n'est qu'une des collections. Par exemple, nous avons une collection qui s'appelle Abondance, qui montre que nous pouvons avoir des récoltes extraordinaires sans un gramme de chimie. Alors quand j'ai dit des récoltes extraordinaires... Sans OGM. Ah oui, dans notre nouveau monde, ça n'existe pas. Donc quand je dis des récoltes extraordinaires, c'est... j'ai déjà, puisque j'y étais, au fin fond du Canada, il y avait jusqu'à 137 pommes de terre sur un plant, alors que normalement c'est 10 à 15, avec toute la chimie possible c'est 10 ou 15, allez 15. Nous on en avait 137, jusqu'à 137. Où ça du coup ? Ça c'était au Canada. Au Canada. Mais c'était quoi, une expérience que tu avais faite ? Ah non, c'est pas une expérience, c'est un fermier qui cultive son jardin avec des pyramides. Des pyramides. En cuivre. Donc il a recréé, alors dans son cas, les pyramides faisaient, ce sont les mêmes proportions que la grande pyramide d'Égypte, celle que l'on appelle de Khéops, des tubes de cuivre, la base faisait 4 mètres, orientée nord-sud, et à chaque angle de la pyramide, il y avait jusqu'à 136 pommes de terre sur un plan. Mais les plantes de pommes de terre étaient comme ça. Alors, nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'au fin fond du Canada, parce que là, c'est vraiment au fin fond du Canada. Mais en Vendée, je suis allé déguster des tomates qui faisaient 1,7 kg. Donc, ils sont faites... Là, ce qui t'intéresse, c'est que c'est fait, donc, comme on dit pour rigoler, sans OGM, mais c'est quoi ? C'est fait de manière naturelle, oui, absolument. Alors, on utilise des ondes de forme. Donc là, dans un cas, c'était les pyramides. Dans l'autre cas, c'était ce qui s'appelle les tours irlandaises. Alors, les tours irlandaises, les Irlandais s'étaient rendus compte au 19e siècle avec des tours en basalte. Le basalte est une roche, on va dire, paramagnétique, amplifie l'énergie naturelle. Et ça donnait des légumes plus beaux, plus forts, qui résistent mieux aux parasites. Mais on connaît ça en France. La France est un pays pionnier en la matière, puisque déjà sous Louis XVI, c'est un livre que nous avons republié, mais en soi, le livre n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, ce qui a de l'intérêt, c'est de savoir que ça existait déjà à l'époque. Sous Louis XVI, donc l'abbé Bertholon écrit un livre qui s'appelle « De l'influence de l'électricité sur les végétaux ». Il invente un petit appareil, un petit dispositif qui s'appelle l'électrovégétomètre, qui permet d'amplifier l'énergie naturelle pour avoir de meilleures récoltes et détruire, empêcher un certain nombre de parasites de venir. Et les inventeurs français, depuis cette époque, n'ont pas cessé de perfectionner ces techniques jusqu'à Justin-Christophe Flaut, que les lecteurs anciens de Nexus connaissent, puisque il y a 15 ans, j'avais écrit tout un dossier sur l'intelligence des plantes, où je parlais déjà de... 2009 Oui, 2009. Ouais. Où je parlais déjà de récoltes incroyables sans chimie. Et donc, Justin-Christophe Flaut, dans les années 20, obtient des pommes de terre de 1,2 kg, des poires de 1,2 kg, simplement en mettant un mât dans son jardin. Donc évidemment, ça aussi, comme l'eau primaire, et je vais revenir à l'eau primaire, les médias n'en parlent jamais, parce que ça montre qu'on n'a plus besoin de la chimie.
Et évidemment, ça n'apporte rien au lobby. Parce que c'est là où c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que les OGM, justement, qui sont, comme tu dis, de la chimie, c'est aussi un produit qui rapporte énormément. Bien sûr. Que ce soit des OGM ou alors du glyphosate pour les pesticides ou n'importe quoi, où des entreprises comme Monsanto se sont goinfrées là-dessus. Bien sûr. Alors que toi, tu dis, c'est finalement, on peut faire de la culture avec quelque chose de naturel. Oui. Et ça, c'est intéressant de se dire, en fait, il faut que les gens arrivent à comprendre les enjeux qu'il y a aujourd'hui dans les médias. Les 90% des médias, on le dit toujours, qui appartiennent à 9 milliardaires. Quand on dit des milliardaires, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont aussi des parts ou qui sont influencés dans ce monde économique. Bien sûr. Qui peut produire ces OGM ou n'importe quoi. Et donc la boucle est bouclée. Donc derrière, quand tu dis non, il y a un produit qui coûte rien, c'est beaucoup plus dur de résister. Bien sûr. Mais par exemple, et c'était le but de Novimondi.tv, on a déjà mis des dizaines de séquences. Mais par exemple, on a mis justement chez Charles qui faisait jusqu'à 137 pommes de terre par plan. À un endroit, donc ça les lecteurs de Nexus connaissent, il y avait un endroit où il y avait une configuration très particulière en géobiologie, donc de réseau Hartmann, de réseau Curie et de cours d'eau souterrains. Ils ont dressé une croix. Parce que la croix, si les chrétiens ont choisi la croix, ça n'est pas non plus sans raison, parce que les ondes de forme produisent des ondes puissantes. Donc, dans cette région qui est la Nouvelle-Écosse, alors même si ça s'appelle la Nouvelle-Écosse, c'est une province du Canada. Donc, dans cette région, dans cette zone qui est carencée en sélénium, la conséquence est que lorsque naissent les mammifères, ils sont obligés de leur injecter du sélénium, alors ça coûte cher. Et puis en plus, c'est brutal, il faut injecter à la seringue, et puis c'est régulier. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Charles a fait dans sa ferme qui fait à peu près 40 hectares? Donc, à un endroit où il y a une conjonction particulière de réseau Hartmann, réseau Curie, cours d'eau, ils ont dressé une croix. Au pied de la croix, ils ont mis une fiole de sélénium qui rayonne sur toute la ferme, et ils n'ont plus besoin d'injecter du sélénium dans leurs animaux. C'est-à-dire que l'énergie du lieu, l'énergie naturelle, rayonne le sélénium alors ça peut sembler, pour les personnes qui ne connaissent pas ça, ça peut sembler complètement... oui, sauf que ça existe et c'est connu depuis la nuit des temps. Enfin, je veux dire, l'humanité n'a pas toujours eu des médicaments à sa disposition. Et là, donc, on le voit, avec ces énergies naturelles, quand on les amplifie, on peut avoir des récoltes extraordinaires, on peut protéger son bétail. Et on le montre, hein. On a fait des expériences, on le montre sur Novimondi.tv. Nous avons fait par exemple, ça nous l'avons déjà mis, nous avons fait des expériences qui montrent que notre conscience collective peut modifier la matière. Alors, une des expériences que nous avons faites, et je la montre, nous avons pris un bidon d'eau de 5 litres, un pH-mètre électronique pour mesurer donc le pH de l'eau, un groupe d'une quinzaine de personnes, vingtaine de personnes qui se concentrent pendant un quart d'heure sur le bidon d'eau, et on voit le pH de l'eau qui augmente. Donc notre conscience collective peut modifier la matière. Donc là, tu prends de l'eau, on imagine que ça ne peut pas transformer toutes les matières, on imagine que la conscience collective ne peut pas modifier un morceau de marbre, par exemple. Comment est-ce que... Alors, modifier un morceau de marbre, non. Mais en revanche, on a fait des essais. Générer des... Alors, ça peut sembler vraiment ésotérique, mais pourtant on l'a vécu. On peut modifier non seulement l'eau, mais si on peut modifier l'eau, on peut aussi modifier la composition des sols. Mais par exemple, on a mis une séquence, on peut augmenter, par exemple, la quantité de cuivre dans une eau d'arrosage, si on a besoin de cuivre, simplement en mettant, par exemple, des capucines qui sont riches en cuivre sous une pyramide. Il va y avoir un effet
de transmission d'informations, en fait le mot exact c'est d'information, du cuivre de la capucine dans cette eau-là. Et c'est vrai que si on arrose... mais d'ailleurs, dans le Nexus de 2009, je parlais justement des travaux de Marcel Violet. Il arrosait, il a fait pendant 9 ans des expériences d'arrosage de végétaux, de légumes, avec de l'eau dynamisée et pas dynamisée, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui de l'eau dynamisée. Les résultats sont spectaculaires. Mais alors là, est-ce qu'on parle d'expériences qui ont été validées quelque part ? Tu parles beaucoup d'expériences faites un petit peu de manière artisanale. Alors, ça a été validé, sauf que au milieu du XXe siècle se produit quelque chose qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Que au moment de après la Seconde Guerre mondiale, il faut recycler les usines qui produisent des bombes. Et en quoi vont-elles être recyclées ? Elles vont être recyclées en usines à engrais. C'est l'ammoniac. Hein. Donc les usines d'ammoniac qui servent à faire des explosifs vont être recyclées en usines à engrais. Et le plan Marshall, dont on ne mesure pas les conséquences, on présente toujours ça comme ça a sauvé l'Europe. Oui, enfin non, pas. Si on commence à regarder exactement ce qui s'est passé, eh bien, à partir de ce moment-là, les États-Unis qui prêtent de l'argent, le plan Marshall, obligent leurs débiteurs à acheter leurs produits. Donc leurs produits sont leurs semences hybrides, qui ont besoin absolument d'engrais, de pesticides, de fongicides, enfin de tout. Et alors que nous avions quand même quelques millénaires d'agriculture biologique, naturelle, je dirais même, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on inverse tous les mots, conventionnels, je veux dire, depuis toujours, depuis que l'humanité fait de l'agriculture, on fait de l'agriculture biologique. Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour détruire ce système. Et donc, tous les travaux de Marcel Violet, pour répondre à ta question, il les a fait avec un institut agronomique, mais bien qu'il ait écrit un livre qui s'appelle « Le secret des patriarches », dont je parlais d'ailleurs dans ce Nexus, et malgré des recherches, on ne sait pas où sont passés tous ces travaux. On n'a que ce qu'il a mis, lui, de façon limitée dans son livre « Le secret des patriarches ». Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une littérature scientifique qui s'intéresse justement à ces formes d'abondance ? Non, vraiment, surtout pas. Il y a un désintérêt du CNRS et de tout ça. Ah, mais bien sûr. D'accord. Puisque Par manque sur les scientifiques qui ne s'intéressent pas, selon toi, ou c'est un manque de financement non, des études ? Malheureusement, c'est pire que ça. Un jour, j'ai une amie qui me dit mon fils fait des études de chimie des plantes. J'aimerais bien que tu lui parles justement de ces récoltes extraordinaires sans chimie. J'ai dit mais oui, mais il ne peut pas entendre ça. Pourquoi il ne peut pas ? Eh bien, parce qu'ils sont formatés. On ne peut pas avoir des plantes sans chimie. Et donc, justement, elle te propose d'aller voir la personne pour... Oui, ben justement, je l'ai rencontré. J'ai dit, mais il va pas pouvoir entendre ça, parce que tous les jours, il entend le contraire, que la plante n'existe pas sans chimie. Oui, mais c'est en parlant, justement, qu'on arrive à créer des... Enfin, je veux dire, moi, j'étais formaté aussi dans le journalisme, et partout. Oui. Moi, je pensais que le monde allait bien et que je comprenais rien au début. Oui, donc, eh bien, alors, j'ai accepté parce que c'était le fils d'une amie, donc on a dîné ensemble. En arrivant, il m'a expliqué que oui, il était en stage au CNRS, puisque c'est toi qui m'y fais penser, et qu'il travaillait sur un programme financé par Monsanto. Voilà, donc on en revient sur l'influence de ces grandes entités qui payent les recherches scientifiques, puisque la recherche scientifique, ça coûte une blinde. Voilà, c'est ça. Et je lui dis, mais... donc je lui parle 130 pommes de terre, etc., des légumes géants, etc., des framboisiers de 3 mètres. Hein. Moi, j'ai vu des framboisiers de 2 mètres 80, 90, avec des récoltes incroyables. Enfin, j'ai des betteraves de 13 kilos. Enfin, je vais pas tout lister parce que tout est comme ça. Et donc, il ne voulait rien entendre. Ah, il voulait rien entendre. Ben non, parce que ça remettait complètement son... Ça remettait tout ce qu'il connaissait. Mais oui, et je le comprends. Je le comprends. Et à la fin, je lui dis, si tu veux, je t'envoie les plans de la pyramide. Mais parce que il n'était pas libre. Lui doit son travail à Monsanto. Donc c'est compliqué de...
Oui, mais quand même, parce que, tu vois, non, mais juste pour terminer sur cet exemple qui est une microscopique, mais malheureusement qui montre que ces grandes organisations que sont le CNRS et d'autres, ou l'INRA par exemple, ne s'intéressent pas à ces solutions parce qu'elles ne rapportent rien. Et donc à la fin du dîner, qui a vraiment été très pénible parce que, enfin, je veux dire, fini par l'étrangler. Non, parce que je pars du principe que enfin, on se connaît, nous nous connaissons. Ouais. Si quelqu'un ne veut pas entendre, je n'ai pas à insister. Ah oui, je suis oui. pas là pour le convaincre. Complètement. Voilà. Nous, on est là pour partager. C'est ça, on partage. Après, exactement. Et parce que je trouve que ce serait irrespectueux de vouloir convaincre quelqu'un qui ne veut pas l'être. Ça, c'est clair. Et je vois souvent des gens s'embrouiller avec leurs proches parce qu'ils essaient de les convaincre. Mais non, il faut pouvoir partager des sources. Et ensuite, si la personne elle est payée par Monsanto, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. et tu vois, pour terminer, à la fin, je lui dis, je t'envoie les plans de la pyramide, la méthode, comme ça, tu pourras tester. Il m'a dit, non, c'est pas la peine. Ah ouais. C'est une... Est-ce que tu as essayé d'en parler, justement, avec des agricologues en tout genre, mais libres? Parce que, bizarrement, les gens libres parlent différemment que les gens... financé par... Un jour, j'ai une amie qui me dit, tiens, je connais 2 ou 3 agriculteurs que j'allais voir. Elle me dit, je connais 2 ou 3 agriculteurs qui seraient intéressés par justement toutes tes recherches, parce que ça fait plus de 15 ans que je passe du temps dans les champs, dans différents endroits de la planète, avec des gens extraordinaires qui réellement invente ce nouveau monde qui est déjà là, hein, puisque c'est pas justement, c'est pas uniquement des essais de laboratoire, c'est des pleins champs, c'est de la grande culture. Elle me dit, j'ai 2-3 agriculteurs qui seraient intéressés, est-ce que tu veux leur parler? Oui, bien sûr, évidemment. Et puis en fait, quand je suis arrivé, il y en avait une vingtaine, alors que c'était juste comme ça, et ils nous ont parlé pendant 3 heures. Ils ont appliqué ce que tu leur... Après, c'est libre à eux, je veux dire, mais je sais... ce serait intéressant de savoir... Ah, mais je sais qu'il y en a qui ont appliqué. Mais déjà, quand tu sais que tu as conscience... par exemple, c'est une courte séquence sur novimondi.tv. Bernard Lequébin, qui est un agriculteur que j'aime beaucoup, qui est en Picardie, il a fait simplement une expérience de conscience sur des graines de haricots avant de les mettre en terre. Il a fait un lot témoin et un lot, donc, on va dire, conscientisé. Différence de récolte, 60%. Alors que les haricots étaient à côté, donc il y avait 2 sillons de non traités par la conscience, hein, et 2 sillons traités par la conscience. En plus, Bernard n'a pas du tout arrosé pour ne pas modifier les conditions, parce qu'on pourrait penser qu'en arrosant, ça peut avoir un effet effectivement sur tel sillon et pas sur tel autre. Donc il n'a pas arrosé, il n'a rien fait évidemment. Et c'est sa femme, quand elle va au jardin ramasser des haricots, elle lui dit, mais on voit à l'œil nu une telle différence d'abondance, de végétation, presque de luxuriance. Bon, c'est pas la forêt vierge, ce sont des haricots, pas des haricots non plus montants. Il lui a dit donc qu'il ait fait une expérience de conscience, et donc à partir de là, ils ont décidé de peser tout ce qui sortait de ces haricots. Et sur les 2 sillons traités par la conscience, ils ont ramassé 60% de récolte en plus. Et les 2 sillons qui n'avaient pas été traités ont en plus attrapé une maladie, l'anthracnose, qui les pigmente et qui les rend invendables. Alors que les 2 sillons à côté n'ont pas eu cette maladie, alors qu'ils sont à 80 cm. Mais les jésuites, l'abbé Bertholon dont je parlais tout à l'heure, ils savaient déjà tout ça au XVIIIe siècle et même avant. C'est une longue tradition française. Et d'ailleurs, j'aimerais que petit à petit, nous allons contribuer à ce que ça se répande dans le monde. Et ça fonctionne également en grande culture. Mais c'est fou, puisqu'on pourrait se dire, même s'ils veulent utiliser des OGM ou tout type de produits chimiques en disant qu'on va produire toujours plus d'agriculture. Mais là, quel capitaliste qui investirait là-dessus serait contre ces techniques-là si elles s'avèrent vraies,
dont, Ah bah, ce c'est dont pas le tu Savère. parles. Là, je peux dire qu'on a des décennies de... Mais donc, pourquoi ne pas les appliquer aujourd'hui? Parce qu'ils peuvent très bien faire ces techniques-là et rajouter des OGM en plus dessus. Hein. Alors, non, parce que mettre des OGM, ça nécessite... C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu mets des graines hybrides en terre, Ouais. tu es obligé de mettre tout le package qui va avec, parce que sinon... et alors, c'est impressionnant, mais par exemple, le blé, on met un accélérateur pour le faire grandir, puis après, on met un retardateur, parce que s'il grandit trop vite, à la moindre brise, il va se coucher. D'accord. Et d'ailleurs, pourquoi il y a 50 ans, il n'y avait pas toutes ces allergies au gluten? Mais parce qu'ils ont sélectionné des blés qui correspondent aux besoins industriels. Et on peut dire, ouais, mais les besoins des consommateurs. Les quoi? Les besoins des consommateurs? Mais ça rapporte quoi, les besoins des consommateurs? Donc en fait, ils ont développé des variétés de blé qui sont bourrées de produits chimiques qui nous rendent malades. Et comme en plus, je le rappelle, par exemple, Monsanto a été racheté par Bayer, donc les Big Pharma et Big Chimie, c'est pareil. Ce sont les mêmes entreprises. Bayer, pour rappel, qui produisait le gaz pour les chambres à gaz. Entre autres, oui. C'est toujours intéressant de entre autres. Mais d'ailleurs, quand ils ont racheté Monsanto, ils ont payé un prix exorbitant, puisqu'ils avaient payé, de mémoire, c'était de l'ordre de 52 milliards de dollars ou d'euros, enfin, c'est à peu près pareil, pour une entreprise qui ne fait que 18 milliards de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait un tel investissement parce que les profits de Monsanto, une telle somme, c'est quand même beaucoup d'argent. Et je me suis dit, mais ce qu'ils vont faire, bientôt, ils vont adapter la formule que ton aliment soit ton médicament. Ils vont produire, par exemple, du blé... de l'Iprane. Par exemple. Bon, ce serait fou, ça. Non, ah oui, il y a déjà des brevets. Tu dis, il y a déjà des brevets de déposer. Oui. Ok. Donc, les gens peuvent aller les trouver où, ces brevets? Moi, je l'avais vu dans des articles, parce que tu vois, je vais régulièrement, je lis des travaux scientifiques dans Nature ou des choses comme ça. Donc c'est là où je vois. Alors, est-ce que dans Science et Vie, ils en ont parlé? Ça, je ne sais pas. Enfin, Science et Vie, Science et Avenir, donc les médias de partage de la science, on va dire ça comme ça, de vulgarisation. Je ne sais pas s'ils en ont parlé. Mettez-les en commentaire hein, si vous les trouvez dans les sources, et sinon, on refera une émission là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup sur les brevets, parce que là, tu ouvres un chapitre qui est faramineux. Sur les brevets, par exemple, j'étais allé voir son fils en Allemagne, en Suisse, pardon. Son nom m'échappe, mais ça va sans doute me revenir. Il dépose un brevet. Donc à l'époque, il est ingénieur, il travaille chez oui, à l'époque, ça s'appelle Ciba-Geigy, parce qu'effectivement, il y a eu des fusions, des rachats, des reventes, etc. À cette époque, ça s'appelle Ciba-Geigy. En 1984, il redécouvre une technique qu'en France, on connaissait depuis un certain temps déjà, qu'en Australie, on avait également redécouvert dans les années 20, en soumettant les graines, avant de les mettre en terre, à un courant électrique, alors évidemment très faible et de basse tension, etc., ça donne des résultats incroyables. Par exemple, avec un grain de blé, il avait jusqu'à 32 tiges. Normalement, si tu mets un grain de blé en terre, tu vas avoir une tige, allez, 2, 3 grand maximum, mais jamais 32. Jamais 32. Et donc, il dépose alors le brevet est en allemand, donc, mais on le retrouve, 1984. Il faut juste que je retrouve le nom c'était le livre, c'est Die Urzeitkode. Pardon. Oh, t'inquiète. Voilà, j'ai pas prévu mais effectivement, j'en ai rencontré tellement que voilà. Et donc, il dépose un brevet au nom de Ciba-Geigy. Comme quoi il suffit d'électrifier, donc il donne les protocoles pour électrifier les semences, et elles vont donner des récoltes incroyables, mais le problème, et c'est pour ça nous n'en avons jamais entendu parler, mais en revanche le brevet existe,
je l'ai lu, c'est que et ça va lui poser un problème, les plantes n'ont plus besoin de chimie. Parce qu'en les électrifiant, les semences, ça les renforce. Donc du coup, elles résistent aux parasites, aux maladies. Donc, quand à la limite, Cibageigui, que ça fasse 32 tiges ou pas, c'est pas non plus leur intérêt, mais pourquoi pas. Mais en revanche, quand ils constatent qu'ils vendront quasiment plus de chimie à cause de ces techniques, donc non seulement ils abandonnent le brevet, donc c'est-à-dire ils ne vont pas l'exploiter, évidemment, mais en plus ils vont fermer le laboratoire et ils vont mettre à la retraite anticipée ce chercheur pour qu'il ne puisse plus s'exprimer. C'est souvent quelque chose qu'on voit, qu'on a vu dans les dernières crises, c'est que tout d'un coup, quelqu'un qui est reconnu dans ses travaux devient fou du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Donc là, c'est étonnant quand même, toute la dose de chercheurs qui deviennent fous. C'est incroyable. Cet homme a travaillé au moins 30 ans, voire plus, sur ce type de recherche. Il arrive enfin à trouver la réussite qu'il aspirait de ses voeux. Ouais. Des récoltes incroyables, sauf que, elles ne sont plus consommatrices de chimie et il est éjecté quasiment manu militari, quoi. Et c'est intéressant parce que souvent, ces chercheurs qui sont rejetés tombent sur des connaissances qui font dire non, on n'a plus besoin d'autant de médicaments, non, on n'a pas besoin de médicaments qui coûtent une blinde. Tu parlais tout à l'heure, tu évoquais la médecine naturelle, là c'est pareil là ce que tu dis sur l'agriculture finalement permettrait de résoudre aussi le problème. Aujourd'hui, on dit que la Terre est empoisonnée, il y a des tonnes d'ONG à l'international qui se battent parce que justement on a mis trop de chimie dans la Terre, ça permettrait de réparer ce qui permet la base de notre agriculture. Justement, c'est ce qui est... les sols se régénèrent très vite. Alors là aussi, ça va poser un problème, c'est que les ONG qui vivent de ça n'ont pas intérêt à ce que leur fonds commercial disparaisse. Mais par exemple, sur l'eau, nous avons commencé l'eau primaire. Cet été, j'ai participé à une exploration d'eau primaire. Tu m'as posé la question... à quelle profondeur? Alors, les explorations sont des explorations technologiques, c'est-à-dire c'est du rayonnement gamma et de la résonance électroacoustique. Donc, on voyait très bien dans les Pyrénées où nous avons fait cette exploration. Nous voyions les nappes phréatiques à peu près à 40-50 mètres en dessous de la surface. Et l'eau était les poches d'eau primaires étaient à entre 100 et 200 mètres. Et là, je n'ai pas pu y aller, mais ils ont fait également non seulement une exploration, mais ensuite le forage en Algarve, dans une ferme ou dans une région où il y a de moins en moins d'eau. Donc là aussi, les scientifiques avaient dit, alors je dis là aussi parce qu'il y a d'autres endroits où les scientifiques avaient dit non, il n'y a pas d'eau à cet endroit, vous ne trouverez pas d'eau. Donc pareil, ce sont les techniques de rayonnement gamma et de résonance électroacoustique. Et ils ont trouvé de l'eau primaire à 400 mètres, et ensuite ils ont foré. 400 mètres en forage, ça va. C'est 2000 mètres, 3000 mètres, ça commence à être... Mais 400 mètres, non. Et actuellement, ils ont, je crois, c'est autour de 5 à 10 mètres cubes d'eau pure à l'heure. Donc, ils ont sauvé leur ferme. Et ça, je le redis, les estimations sont des milliards de mètres cubes d'eau. Alors, en plus, il y a autre chose. Mais alors, c'est pas la même chose. Je pense que Nexus en parlera certainement. On sait qu'il y a des océans très profonds, c'est-à-dire à 400 ou 600 kilomètres à l'intérieur de la Terre. Et là, j'ai vu, il y a eu une étude, effectivement, des scientifiques montrent que alors, eux, ils évaluent cette quantité d'eau à 5 fois les océans.
Donc c'est une quantité d'eau colossale. De l'eau qui est au centre de la planète. Alors, pas tout à fait au centre. Pas au centre, mais se rapprochant assez du centre. profondément. Voilà, Okay. Parce que 400-600 km, en revanche, pour aller la chercher, ça, c'est autre chose. Parcourir du chemin. Voilà, il faut du chemin. Il faut faire de la décompression. Voilà, voilà. Mais c'est autre chose que l'eau primaire. L'eau primaire, nous la trouvons à moins 50 mètres, moins 100 mètres, moins 200 mètres, moins 400 mètres. Et par exemple, il y a eu un forage qui a été fait en Jordanie. Là encore, les scientifiques, c'est pour ça que les scientifiques, je veux dire, notre monde, je ne vais pas dire qu'il peut se passer d'eux, mais dans nos sujets, ils sont contre nous. Et donc, en Jordanie... Ça dépend lesquels, hein, puisqu'on renvoie les gens sur l'article de Marie Elsa, pour ceux qui veulent se procurer nous allons publier 142. Elle donne justement une quinzaine d'ouvrages littéraires comme ça, et scientifiques, vers lesquels elle peut... Voilà, et nous allons publier justement le Dr Salzman, mais il a été... Il y a même, c'était ça que j'avais vu, au Nevada, une société à but non lucratif, The Primary Water Institute Incorporation. Oui, c'est ça. C'est la compagnie, l'Institut des eaux primaires. Oui, et il se base justement sur les travaux du Dr Salzman. Mais il a vécu une vie d'enfer. Enfin, je veux dire, comme le chercheur de Ciba-Geigy dont je parlais, dès que les chercheurs commencent à trouver des choses qui ne vont pas dans le sens du business de leur employeur, ils sont réellement ostracisés. Et donc, l'eau primaire en Jordanie, l'exploration montrait qu'il y avait de l'eau. Donc là, on est en plein désert. Les scientifiques avaient dit non, il n'y a pas d'eau. Ben si, ils ont foré et ils ont des quantités d'eau. Il y a de l'eau même dans les déserts. D'ailleurs, n'oublions pas qu'il y a 5000 ans ou plus, le Sahara était vert. Et je ne vois pas pourquoi, à notre époque, nous ne pourrions pas faire reverdir le Sahara. Alors, pas d'un coup, mais progressivement. Il y a de l'eau. Manifestement... Donc là, il y avait aussi le climat qui évolue constamment, avec le Groenland qui était aussi, qui voulait dire Greenland, qui était vert aussi à l'époque. On faisait pousser du blé. Le Moyen-Orient était aussi une zone qui n'était pas du tout aussi aride qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est changement climatique de tout temps. Oui et non. C'est-à-dire que tout dépend du cycle de l'eau. C'est-à-dire que si on remontait cette eau, déjà, on aurait une végétation plus importante parce que j'avais vu ça dure 2 minutes, c'est au Brésil, c'est quelque chose que moi je trouve extraordinaire. Un jeune Brésilien, donc dans la campagne, ils avaient coupé tous les arbres pour faire des champs de soja OGM, comme ils font depuis un certain temps en Amazonie. Et les rivières et les cascades s'était arrêté de couler. Et donc, il avait compris que, finalement, pour que l'eau coule, il faut qu'il y ait des arbres. Il faut qu'il y ait des forêts. Et alors, il part à la ville, il va travailler nuit et jour pour pouvoir racheter les terres. Il va revenir, je ne sais pas au bout de combien de temps, il va racheter les terres et il va les replanter, il va replanter des forêts et l'eau va revenir. C'est-à-dire que quand on nous dit oui, les arbres ont besoin d'eau, oui, c'est vrai. Mais l'eau a besoin des arbres aussi. Et quand on voit des coupes claires, c'est-à-dire où normalement les eaux et forêts avaient compris, mais j'ai vu cet été des zones où ils avaient tout coupé. En général, il vaut mieux laisser un ou quelques grands arbres, même si on replante, parce que ça permet d'éviter que la zone s'assèche en 2 ou 3 ans. Parce que ce n'est pas les racines, c'est tout l'arbre est un système, est une pompe. Et donc au Brésil, on le voit très nettement, le fait qu'il ait replanté des arbres, l'eau est revenue. Les cascades ont recommencé à revenir. Et finalement, les scientifiques qui veulent tout mettre en fiche, finalement on se rend compte qu'ils connaissent pas vraiment la nature. Alors, moi, je dis pas que je la connais vraiment. D'ailleurs, je n'emploie même pas le mot connaître. Mais on devrait avoir davantage de place pour les expérimentations et les enquêtes. Nous montrons des récoltes incroyables. Nous montrons que la conscience, que les ondes de forme, que l'énergie naturelle
Enfin, je veux dire, oui, on peut vivre dans un monde d'abondance. Et là, on comprend. Tu parlais des plans de blé à OGM. On imagine très bien, en fait, ces entités se battre corps et âme pour... Parce que de l'énergie gratuite ou la gratuité pour les entreprises privées, là, c'est les limites du capitalisme. Bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, on est face à ces superpuissances bien plus puissantes que les États. On voit la France qui ne peut même plus essayer de lutter contre des fonds d'investissement pour essayer de garder le Doliprane. Alors, on sait que nos lecteurs sont pas trop pour cette forme de médecine, mais ce qui est intéressant, c'est au niveau de à quel point on n'est pas capable de lutter contre ces entreprises. Et c'est pareil. Bien sûr. Là, c'est-à-dire que même dans la science, on devrait pouvoir faire des expériences, au moins pour être sûr, est-ce que Patrick a raison ou non. Ah bah, d'abord, nous sommes nombreux. Donc, sur ces sujets-là, oui. Ah oui. Avec notamment, il y a des ONG à l'international, on en a parlé. Alors, OK pour les ONG, mais quand je dis nous sommes nombreux, moi, ces expériences... Water Institute Primary Water, c'est une... En fait, ce ne sont plus des expériences. Ça fait des années que ça existe. Et donc, on n'est plus au stade de l'expérimentation, on est au stade de la réalisation. Dans tous les domaines dont nous parlons sur novimondie.tv, on est justement, c'est pour ça que je dis que l'âge d'or est déjà là. C'est que ce ne sont pas 3 tomates qui ont été d'1,7 kg et puis tout le reste à côté, il faudra peut-être l'année prochaine on en aura 5. Non. Justement, je suis allé passer quelques jours. Après mon passage, ils ont ramassé 42 kilos sur 6 pieds de tomates. 42 kilos sur 6 pieds de tomates alors qu'on en avait déjà consommé. Et qu'ensuite, ça a continué globalement jusqu'au mois de novembre à peu près. Donc en fait, ce sont des réalités. J'ai suivi par exemple au Mexique, une ferme de 300 hectares de maïs. Ils ont complètement arrêté la chimie. Ils ont produit leurs propres micro-organismes, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans la forêt d'à côté, ils ont ramassé ils ont ramassé de l'humus qu'ils ont mis dans des cuves à eau, enfin avec de la mélasse, etc. Ils mettent quelques litres de ce bouillon de culture, parce que c'est une expression qui a disparu, mais c'est un bouillon de culture. Et ils sont passés de 8 à 10 tonnes de maïs à l'hectare à 20. Ils ont doublé et il n'y a plus 1 gramme de chimie qui est utilisé. Donc on peut doubler la production alors, peu ou prou, après il y a des situations, etc. Mais on peut nourrir 2 fois la planète. Encore une fois, ce ne sont plus des expériences, ce sont des réalités. Et allez voir les travaux de Patrick Pazin sur Novimondi TV pour approfondir. Je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que c'est un sujet que je connais assez peu là-dessus, mais je vais apprendre à découvrir ça avec Nexus. Il y a Marie-Elsa qui en a parlé dans ce numéro. Allez le voir, le 142, vous pouvez encore l'acheter sur nexus.fr. Mais quand on sait que, justement, c'est pour ça que je loue le travail de Marie-Elsa et le travail de Nexus en général, parce que justement, vous attirez l'attention sur des sujets fondamentaux. À partir du moment où nos spectateurs, nos lecteurs savent que mais il n'y a pas de problème d'eau. Et d'ailleurs, justement, je n'ai pas fini le film sur l'eau primaire sur novimondi.tv, mais j'ai mis juste 8 minutes d'interview de Marie, qui est ingénieure et dont c'est le métier. On a déjà, en quelques jours, on a déjà reçu 2 demandes de personnes pour que je les mette en relation avec elle. Notamment, il y a un village, elle dit, il n'y a plus d'eau, on fait venir des citernes d'eau. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec Marie qui, évidemment, je les ai mis en relation. Donc on n'est plus au stade de l'expérience, les solutions sont déjà là. C'est pareil, si vous voulez nous contacter si vous avez des choses pour compléter les travaux de Patrick, n'hésitez pas. Moi, vous pouvez me contacter sur romainp@nexus.fr, c'est mon mail à Nexus. Et si on veut te contacter, c'est comment sur novimondi.tv. Voilà, directement. Ouais, c'est ça, .tv, il y a une ou .com. .com, ce sont les livres. .tv, c'est la vidéo. Enfin, on montre des choses étonnantes. S'il y a des gens qui veulent compléter comme ça, ils peuvent te
te contacter. au monde te des dire, programmes incroyable. étonnants. Non, mais C'est génial. Eh ben, génial. Et n'hésitez pas à retrouver tous les ouvrages de Patrick avec Oui, Hélène tant Banoun, qu'il- Tristan Oui. Edelman, Étienne Ouais. Chouard. Voilà. Donc, vraiment passionnant. À refaire, j'aimerais bien refaire un plateau avec plusieurs justement personnes là-dessus. Ça pourrait être fascinant sur l'abondance. Par en exemple, général. sur l'eau primaire, nous pourrions. Alors, elle est au Paraguay, mais faire un direct avec. Visioconférence. Oui, Aucun problème. avec Marie. Avec Marie, ouais. Parce qu'elle elle a déjà plusieurs succès, dont l'Algarve, elle a plusieurs succès à son actif. Donc, C'est fou, toutes les personnes qui travaillent là-dessus et qui sont en Amérique latine aujourd'hui. Oui. Ça m'intéresse. elle était en France jusqu'à très récemment, mais on en trouve. Et justement, ça se développe aussi en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, au Kenya, en Tanzanie, et partout. Enfin, je veux dire, j'ai parlé de la Jordanie, mais aux États-Unis. Il y a de nombreux agriculteurs qui utilisent ces services pour faire remonter de l'eau. Donc, c'est la vie. Merci encore, Patrick. N'hésitez pas à vous abonner. Le dernier Nexus, le 155, est en kiosque. Et sinon, tous les autres, vous pouvez les avoir aussi sur nexus.fr. Soutenez le travail de ces gens-là, que nous, on est juste un vecteur, justement, pour tout ce que vous apportez. Moi aussi, et merci pour tout ce que vous faites, parce que nous avons besoin effectivement de le partager. Je pense que chacun doit faire son truc, et effectivement, en tant que média, tu essayes justement de montrer que la peur n'a pas lieu d'être. Ouais, mais aujourd'hui, on met la peur sur des sujets comme ça, par exemple sur l'eau primaire, parce qu'on va te dire non, t'as pas le droit de t'y intéresser. Oui, mais regardez quand même, l'article il est bien construit. Oui. Le livre de Patrick, il est quand même. Le Dr Il est quand Salzman, même voilà, il est quand même sourcé. Et on va dire non, tu n'as pas le droit de t'y intéresser, tu n'as pas le droit d'ouvrir la page, tu n'as pas le droit de tenir le magazine comme ça dans le métro. Alors que pourtant, tu tiens ça dans le métro, on va pas te dire, c'est un fou quand même. Oui, c'est un. Mais dépasser la peur, comme tu dis. C'est ça. C'est de montrer en fait que que ce soit le climat, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie, on n'a pas eu le temps d'en parler, on fera peut-être une autre émission. Une fois, avec plaisir. Mais tout est déjà là. Et encore une fois, ce n'est pas uniquement au stade de l'expérimentation, c'est au stade de la réalisation. Donc, rejoignez-nous. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir le dernier entretien qu'on a fait avec Patrick sur la plainte qu'il a déposée contre le secrétaire général de l'OTAN. C'est autre chose. Oui, mais c'est intéressant. On n'a pas dit dans l'entretien comment est-ce que tu es un citoyen qui agit. On t'en a marre des mensonges et finalement tu agis. Oui, et d'ailleurs, justement, ce qui est important, c'est de chacun à son niveau fait des petites actions. Oui, et finalement, ce ne sont pas des petites actions. Parce que quand tout le monde le fait, à la fin, c'est ça, exactement. C'est connu, mais un océan est composé de petites gouttes. Complètement. Et les gens, des fois, disent mais parlez plus de solutions. Moi, je parle tout le temps de solutions dans les émissions. Et c'est intéressant, c'est juste que souvent, c'est des solutions qui ne conviennent pas aux gens. Parce qu'il faudrait qu'on leur dise il y a un Messi qui va revenir, qui va détruire tous les lobbies capitalistes. Non. Et wouhou, ça va aller, plus de Monsanto. Non, c'est pas comme ça. Faire du lien social, recréer des espaces de discussion dans la ville, recréer des espaces de lien social, recréer des espaces citoyens dans la ville. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où en bas de chez nous, c'est beaucoup que du commerce. J'avais été interviewé, je pense c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans. Non, c'est l'année dernière par Nexus, justement, par Marc, l'excellentissime Marc. Très mauvais journaliste, mais vas-y. Oui. Et justement, ce que j'avais dit, c'est que donc, on peut s'estimer en guerre. Mais pas en guerre contre la Russie ou contre l'Ukraine ou contre je sais pas qui, contre justement les mondialistes les Klaus Schwab, le Great Reset, enfin, etc., etc. Et ce que j'avais dit, et pour moi ça c'est fondamental, c'est on ne peut pas gagner cette guerre, employons ce mot-là, si on ne commence pas par être heureux. Il faut d'abord commencer par être heureux, c'est-à-dire que tant qu'on est tenaillé par la peur, on ne peut pas être heureux. Alors après, il y a des gens qui me disent mais comment être heureux ? Alors puisque je suis invité sur Nexus, lisez Nexus. Puisqu'il y a des solutions. Mais commencez déjà par. Tu vois, quand je pose la question, je dis mais quand est-ce que vous avez senti une fleur pour la dernière fois ? Et il y a des gens qui me disent ah ouais, mais je sens jamais les fleurs. Quand est-ce que tu t'es arrêté pour écouter un chant d'oiseau ? Est-ce que tu regardes les arbres quand tu les croises ? Le bruit du ruisseau. Oui.
Mais même à Paris, il y a des arbres, il y a des plantes. Il faut regarder le bout de pissenlit qui pousse au milieu du goudron. Il faut le regarder parce que lui nous regarde. Il y a un échange. Alors, et se reconnecter à la nature, ça fait énormément de oui, bien. c'est ça, et c'est se reconnecter à soi-même. Je suis d'accord avec toi, parce que les sujets qu'on fait en général, moi je me pose beaucoup cette question-là du bonheur, parce qu'on fait beaucoup aussi, parce qu'aujourd'hui il faut faire, parce qu'il n'y a tellement pas de journalistes libres, que quand tu as un magazine comme Nexus, il faut se battre pour des choses libres et des gens qui se battent justement pour un monde cohérent, un monde humain. Et en fait, à la fois, c'est très très dur de s'intéresser à ces sujets-là et de garder la passion. T'as pas toujours la passion dans ce que tu fais. Je parle peut-être pour mon exemple, mais quand je vois d'autres collègues ou ce genre de trucs, c'est très très dur de... Tu travailles sur des sujets négatifs. Bien sûr. Même... Alors là, j'aime bien une émission comme ça, c'est positif finalement, mais il y a beaucoup d'émissions qu'on va faire où c'est encore un scandale, encore un truc, et on est obligé de faire ça, parce qu'en face, il y a des gens... Oui, mais de moins en moins, c'est-à-dire que, et je le constate, les solutions prennent de plus en plus de place, et c'est heureux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons créé Novimondi.tv, c'est justement de montrer que, mais il y a 1000 sujets pour s'émerveiller. Quand on s'émerveille... Et franchement, je comprends effectivement. Et puis d'ailleurs, je voudrais peut-être terminer là-dessus, parce que je pense là, nous sommes contraints par le temps, mais on pourra refaire des entretiens, t'inquiète, mais mais justement, je ne suis pas inquiet. C'est mince, excuse-moi parce que j'ai pensé à autre chose. Ouais, je me suis perdu. C'est pas grave, tu la garderas pour oui, la c'est ça, fois. pour une. Mais c'est non, mais comme tu dis, il faut s'émerveiller avec ces sujets-là, et en fait, c'est intéressant parce que les solutions viennent aussi de justement. Ça peut aussi être une solution pour les gens de reprendre des sujets comme ces trucs de l'abondance pour refaire leurs propres expériences, sans faire de trucs illégaux ou je sais pas quoi. Mais bien sûr, mais déjà vivre. Je veux dire, quand tu sais que si tu plantes, même sur ton balcon ou sur ta fenêtre, un plant de haricots ou un plant de tomates, et qu'en le regardant, en lui donnant de l'amour, tu auras une plus belle récolte, ça change tout, parce que tu risques de regarder normalement ton voisin, ta voisine d'un autre regard, peut-être même ton compagnon, ta compagne, tes enfants, tes parents, tu commences à regarder autrement la vie. C'est peut-être une banalité, ce que je vais dire, mais qui peut-être que tout le monde connaît ça. Moi, j'ai découvert ça après sur le tard, mais par rapport à ça, sur les plantes, moi, j'ai toujours eu des plantes. J'en ai acheté tout le temps pour mettre du verre chez moi ou à mon bureau de travail. Et pendant longtemps, je calculais pas du tout les plantes. Et tu vois, par exemple, je prends beaucoup de géranium et ça durait 2 semaines, 3 semaines, je sais pas quoi. Et depuis que je me suis mis à justement essayer d'envoyer des... C'est un truc qu'on m'avait conseillé, d'envoyer des pensées positives sur le géranium, etc. Parler un petit peu, s'intéresser. Mais c'est fou. Et mes géraniums, ils font tout le temps 2 mois ou ce genre de truc. C'est-à-dire que tu as plus que doublé le temps de vie. Alors voilà. Je ne dis pas que c'est une expérience, c'est très empirique. Non, mais oui, mais ce qui est extraordinaire, justement, c'est que tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que on n'a même pas besoin de leur parler, déjà simplement de les regarder. Moi, je me souviens, j'ai fait c'était même pas une expérience, c'était naturel. J'avais des plants de framboisiers sur un balcon au nord. Il y avait à peine 1 heure de soleil par jour, à peine. J'allais voir mes framboisiers. Mais mon framboisier, c'était un plant de framboisier. Tous les jours, j'allais le regarder, j'étais présent, et j'ai compté, j'ai eu 156 framboises sur un plant de framboisier dans un pot, sur un balcon en plein nord. 156, mes voisines étaient ravies, parce qu'effectivement, les framboises en plus, elles étaient délicieuses. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, c'est facile à faire. Il suffit de regarder autrement le monde qui nous entoure. Quand on croise un arbre, on le regarde. Un oiseau, on le regarde. Son géranium, encore une fois, on n'a même pas besoin de lui parler. On le regarde, on partage. Il va le sentir. Alors on va dire, ouais, mais c'est n'importe quoi. Ben oui, c'est n'importe quoi. Sauf que les géraniums vont doubler de... Tu te dis, c'est n'importe quoi jusqu'à ce que tu testes et tu te dis, putain, oui, c'est ça. Ça marche, quoi. Purée. Et moi, ça fait plus de 15 ans que nous faisons ces expériences dans les champs, sur l'eau. On a fait des expériences avec le ou là. C'est avec ton collectif, avec des agriculteurs. Avec des agriculteurs. Oui, c'est ça. En France,
France, au Canada, au Mexique. Justement, les lecteurs et spectateurs de Nexus connaissent... Tu as un livre dessus ? Pas encore. Pas encore ? Ce serait intéressant. Oui, c'est ça. Comme ça, tu pourras le documenter et mettre... Mais je suis allé souvent le voir, donc beaucoup de lecteurs et de spectateurs de Nexus le connaissent, Don Carmen ou Don José Carmen ou Don José Carmen au Mexique. Je suis allé souvent le voir. Nous avons même fait des... Alors, Don José Carmen, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était des choux... Aujourd'hui, il a 93 ou 94 ans. Mais c'était des choux de 35 kilos, des betteraves de 13 kilos, etc. Et j'ai même participé à 2 reprises à des opérations de déclenchement de la pluie avec les esprits. Donc, ce que lui appelle les esprits. Nous pouvons faire de la pluie, enfin nous, moi, rien, je peux rien faire. Et lui, oui. Avec les esprits, il peut faire de la pluie n'importe où sur Terre, dans les déserts. Voilà, on ouvre un autre sujet. Oui, et j'ai commencé à mettre des... On fera une émission dessus. Ouais. C'est très étonnant. Donc en fait, on a tout depuis longtemps. Je le redis, lui, Don Carmen, fait des légumes géants depuis 30 ans, 40 ans. Non, depuis plus de 50 ans. Donc, et sans chimie. Sans chimie, sans pesticides, etc. etc. Donc, c'est pas... on peut être confiant dans l'avenir, tout est déjà là. Incroyable. Écoute, on continuera cette discussion après. On a dépassé le temps qu'on s'était imparti, mais c'était un grand plaisir de parler de tout ça avec toi. Et tu ouvres des... Voilà, moi c'est vrai que j'étais pas trop sur ces sujets, mais voilà, ça m'intéressait. Tu m'en parles depuis un petit moment. Oui. Et sur Novi Mondip TV, tu m'as montré ce que tu faisais. Donc écoute... À charge de continuité. Oui, en tout cas, c'est un... Et effectivement, je ne peux que remercier Nexus de parler de ces solutions qui sont extraordinaires et qui changent la vie, qui changent notre relation au monde. Complètement. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Nexus. On voit que vous êtes 74% à nous regarder et à ne pas être abonné. Et donc, si vous nous regardez régulièrement, abonnez-vous en plus. Ça, c'est juste un clic sur YouTube. Ça nous aide beaucoup. Et voilà, le magazine. On en a déjà parlé de Nexus.fr. À bientôt tout le monde. Patrick, à bientôt. Merci Romain. C'était vraiment un plaisir. Merci Nexus. Et puis à bientôt. À la prochaine.